Il est administrateur référent du pôle eau. Bonjour. 10 minutes. Pas seulement. Je vais dire aussi deux autres associations ou collectifs auxquels j'appartiens. Effectivement, je suis venu à FNE avec plaisir, et je vais bien représenter FNE à ce titre-là, mais aussi je suis venu à travers l'eau potable et sa gestion, puisqu'il y a une association qui s'appelle Eau et Services Publics, qui délibérément pense que c'est mieux que l'eau soit gérée dans le public, et un collectif qui s'appelle Eau Citoyenne Bien Commun, qui a rassemblé des gens qui dépassent le sujet de l'eau potable et qui s'occupent de l'eau en général. Donc je suis qu'un simple citoyen, mais quand je vous donne mon pédigré, sachez que je suis né à Fontainebleau, ma grand-mère habitait rue du Bief, et j'ai vécu dans la forêt de Fontainebleau près d'un lac de la Valle. Donc avec un soleil comme ça, j'entends un sifflement d'admiration dans la salle. Alors je commence comme tout le monde avec des chiffres. Alors c'est bien parce que d'autres ont dit des choses sur lesquelles je n'ai pas à revenir. Par contre, je précise un petit peu. Alors on a dit la quantité d'eau potable, d'eau douce, et regardez bien dans la répartition entre les rivières, les zones humides et l'humidité du sol. Qui aurait dit ça si vous n'avez pas regardé les chiffres? L'eau des rivières, c'est très peu par rapport aux zones humides. 8,5% de zones humides, alors qu'on a 1,6% pour les rivières, et l'humidité du sol, 12,2%. Donc c'est bien des propos comme cela, qui corroborent ce qui a été dit tout à l'heure. L'eau dans le sol, l'eau dans les milieux humides, elle est extrêmement importante, et c'est ce que le FNE défend en particulier. Alors avec l'image suivante, je fais la transition avec mon prédécesseur, qui va nous montrer l'importance des forêts dans les zones de source. Donc on est bien d'accord, la forêt est utile. Voilà trois photos qui nous montrent la zone de source du Manchon, la zone de l'Union forêt, et puis la zone des sources de la Barre. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a un couvert végétal important, et c'est la garantie d'une qualité à l'origine, et puis d'une permanence d'un milieu riche, sous réserve bien sûr que ce ne soit pas des forêts de production, toutes pareil avec tirées au cordeau avec des pesticides aussi, que ce soit des forêts naturelles et diversifiées. Ça c'est la surface. La géologie, on l'a abordé un petit peu rapidement ce matin. Nous sommes dans un territoire qui est ce qu'il est. La géologie, on ne va pas la changer. Le rouge ici, c'est du granit. Le granit, ce n'est pas une roche perméable. Ça veut dire que l'eau s'écoule sur ce socle granitique. Des fois, elle s'invite, et puis elle finit en bas dans les zones de dépression. L'acteur qui va, par un forage, puiser à un endroit, c'est une sorte de siphonnage, il va aller enlever l'eau ailleurs. Il n'y a pas d'eau qui vient en plus, il n'y a pas d'eau en ressources en abondance, on puisse prélever sans se préoccuper de ça. Et donc, ça c'est fondamental, la géologie on ne la changera pas, il faut faire avec notre territoire et voir comment travailler. Avec l'image suivante, eh bien, on va regarder quelques zones, voilà, une petite rivière, avec l'importance du milieu qui entoure la rivière. Les arbres, on les retrouve encore ici, ce qu'on appelle la ripiscible, les arbres plantés le long des rives, à la fois tiennent la rive, permettent une vie biologique à un certain nombre d'animaux, d'organismes vivants. Et puis l'autre aspect qui est très important aussi, et France Nature Environnement a fait un travail important sur les mares dans la Loire. On l'a dit, on a entendu les chasseurs en parler. Chaque fois c'est important. Vous avez vu le pourcentage tout à l'heure des zones humides. Les mares sont très importantes. On a entendu aussi les gens de Saint-Gabin parler. Oui, je n'ai pas besoin de parler, vous n'avez qu'à vous rappeler tout ce que vous avez vu. Les mares c'est très important. Voilà, ça c'est très important en termes de quantité, mais il faut voir aussi les aspects avec l'image suivante. Certains aspects sont plus développés aussi. Voilà. Alors, là, je suis désolé, j'ai oublié de corriger un E majuscule à Écopole et Écopole du Forêt. Il y a plusieurs écopoles en France, et j'ai fait le faute, donc je demande pardon. Il manque Écopole du Forêt, qui a fêté ses 30 ans samedi passé. C'est une zone qui était une ancienne gravière, qui a été retravaillée par France Nature Environnement et qui fait un havre pour la vie naturelle, qui a été développé. On a ce sympathique Martin Pêcheur qui est là, qui nous montre qu'il est bien ici, avec évidemment l'aspect touristique. C'est une zone où on peut se ressourcer, où on peut aller faire un tour. Donc ce qui compte aussi, c'est cet aspect-là. Avoir aussi un autre regard sur les zones humides, avec toute la richesse qu'elles peuvent amener. Et puis en termes de sécurité, le débordement du fleuve, là il peut rentrer 1 million de mètres cubes. 1 million de mètres cubes, c'est quoi? C'est le barrage de Pas-de-Tête ou le barrage de Pas-de-Rio. Il peut se développer ici, sans problème. Et puis après, la Loire reprend son cours. Alors, regardons le département avec une image plus diversifiée, plus riche. Il n'y a pas que la Loire avec quelques affluents. Ça, c'est pas un enjeu ou un éclatement de je ne sais quoi. C'est le réseau de la Loire. Regardez tous ces petits cours d'eau. Tous ces petits cours d'eau, chacun a son importance. Il y en a qui sont plus gros d'autres, évidemment. Mais si on regarde la globalité de l'ensemble, eh bien, il faut avoir un regard vigilant. Donc, cette carte, bien sûr, vient des directions départementales des territoires. C'est l'édition de novembre 2002. Elle est mise à jour régulièrement. Et ça nous permet d'avoir une vision plus riche, plus complexe. Plutôt que d'y avoir la Loire, il y a la Loire, le Branson, la Barre, etc. Il y a plein d'autres cours d'eau.
c'est important. Alors ça, c'est l'aspect quantitatif. On verra tout à l'heure les questions qualitatives. Alors ça, c'est l'aspect géographique, mais on a une histoire. On a une histoire avec, par exemple, le fameux canal du Forêt, une particularité de notre territoire. La photo qui est là date de 1900, bien avant le barrage de Grandjean, qui nous montre qu'il existait. Il y avait une prise d'eau vers ce qu'on appelle la presqu'île du Châtelet. Ça, c'est le passé. Et le passé, c'est aussi des méthodes, des approches. Il fallait très vite que l'eau aille dans le fleuve principal, il fallait drainer un maximum. Il fallait construire des barrages pour avoir des réserves, être sûr de son coup, il fallait mettre des digues pour enserrer les fleuves. C'était les pratiques, c'était au prélève, parce qu'il y avait plein d'eau, on prélève. Voilà. On est en 2023. Est-ce qu'on va rester sur les mêmes modèles? Est-ce qu'on va rester avec ces pratiques-là? Sûrement pas. On a vu que ça commençait à changer, mais on va changer de façon considérable. Enfin, on est obligé de changer de façon considérable parce que vraiment les données ne sont pas les mêmes. Alors, on a parlé ce matin de qualité de l'eau. L'agence de l'eau nous disait qu'un certain pourcentage au niveau de la Loire était même moins bon que ça. Là, on a des données qui sont nationales, 45% en France sont des eaux de bonne qualité. Ça veut dire quoi? Il y a deux niveaux. Il y a l'aspect bon état écologique, ça veut dire qu'il y a de la vie qui peut se développer, et bon état chimique, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de polluants dedans. Dans le département, on est plus mauvais que ça. Donc on a encore beaucoup de progrès à faire. Il ne faut pas seulement parler de la quantité d'eau, il faut parler de la qualité. Et tout à l'heure, on a entendu, justement, c'est intéressant d'être à plusieurs à parler, mais tous les polluants et les micro-polluants qui sont dans l'eau, il va falloir un très très gros effort de la collectivité pour traiter ça. D'abord, en ne polluant pas, c'est la meilleure chose, on n'a pas besoin de polluer si on n'a pas pollué. Donc ça, avoir des mesures contraignantes pour éviter qu'on utilise certains produits. Et puis quand ils sont dedans, eh bien, être lucide en disant on les voit. Moi, j'ai eu la chance d'assister à une présentation d'un technicien de la SOP, qui est très compétent, qui nous montre comment il peut déterminer tout un tas de micropolluants. Et on lui dit, mais on vous demande de le faire? Ah non, on peut le dire, mais on ne demande pas de les déterminer. Donc il y a vraiment une vigilance à avoir sur l'eau et sa qualité. Alors France Nature Environnement travaille sur tout un tas de sujets. Voilà par exemple l'être de l'eau. Donc la dimension citoyenne et démocratique, par exemple, sur un des deux documents que vous avez là, est importante. Les décideurs, effectivement, ce sont les élus. Mais on a vraiment besoin que les citoyens s'approprient aussi ces notions, s'impliquent dans toutes les décisions sur l'eau, puisque justement, c'est un bien commun. Donc ce bien commun, ce n'est pas seulement quelques élus qui sont en charge avec des responsabilités des fois difficiles. Quand il y a un problème, c'est compliqué. Mais si tous les citoyens sont là pour échanger, partager, échanger avec eux, c'est comme ça que ça peut avancer. Et puis l'aspect agricole, donc on a entendu différentes versions, il y a forcément une question agricole à se poser, parce qu'on n'aura pas davantage d'eau qu'on a maintenant, et puis il y a des problèmes d'usage aussi très importants. Quand on parle d'eau dans les sols, effectivement, prenons l'aspect rural, c'est important d'avoir tout ce qui a été dit par la fédération de chasse tout à l'heure aussi, les haies, les arbres qui font rentrer l'eau, c'est très important, mais en ville aussi, il faut faire une ville perméable. Donc dans la plupart des cas, on met un grand coup de goudron noir. Maintenant, on sait qu'il y a des enrobés perméables, on sait qu'il faut désimperméabiliser. À chaque fois, on met là-dessus. Il faut faire un stage de désimperméabilisation impérativement. Là, on évoquer le terme. Voilà, donc tout ça, c'est important. Et c'est fait partie des sujets traités par France Nature Environnement. Alors, France Nature Environnement aussi incite les citoyens à agir. Voilà, par exemple, un programme qu'on appelle les Sentinelles de l'eau. Donc, c'est simplement quelque chose où on s'inscrit, et en tant qu'individu, on va, à l'occasion d'une promenade, d'une exploration, aller voir tel état d'un petit cours d'eau d'une mare, pour rendre compte ou de la qualité et de ce qui s'y passe bien, ou d'une difficulté à signaler. Alors c'est une façon de compléter ce que peuvent faire les professionnels qui surveillent les territoires, qui surveillent les cours d'eau, et c'est une incitation à s'impliquer en tant que citoyen. Et puis bien sûr, il y a l'aspect éducatif, développer l'éducation à l'environnement, faire comprendre ce que c'est le cycle de l'eau, des nuages jusqu'à l'océan. Alors cette image qui est un petit peu trafiquée, qui vient d'une présentation que j'ai vue par ailleurs, je me suis permis de la reprendre. Quand on voit une bouche découlant d'eau pluviale, il faut savoir ce qui passe là, ça finit à la mer. Donc tous les déchets qu'on va mettre dedans, indirectement, là, si on n'a pas pris de précaution, on envoie dans la rivière d'abord, et puis dans la mer, ce qui est là. Et puis je vais finir, parce que j'avais dit que c'était court. Donc comme ce matin, nous avons eu l'agence de l'eau qui nous a présenté son plan de résilience. Je vous invite à revenir sur la présentation de ce matin. Et puis je finis avec un clin d'œil, non pas un clin d'œil, mais sur le mot sauvons. L'agence Rhône Méditerranée Corse a mis sauvons l'eau. J'aime bien ce terme, parce que c'est nous. C'est pas ils, c'est pas les autres, ce nous collectif, c'est notre action. Avant de partager l'eau, il faut déjà la sauver. C'est sur cette conclusion que je propose qu'on finisse.